Podtaf. Podtaf ? Podtaf. Podtaf. Bienvenue dans Podtaf, Le podcast qui te fait découvrir des métiers. Waouh! Moi, c'est Laura. Et moi c'est Sarah, On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah? C'est parti Laura, t'es prête? Oui. Et justement, on accueille notre nouvelle invitée du jour. Bonjour Julia, bienvenue sur notre émission. Julia, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier? Je suis journaliste et pendant quelques années, j'étais journaliste dans le fait divers. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi du fait divers? Le fait divers, c'est les affaires criminelles. Voilà, c'est tout ce qui relève du droit pénal. Alors, vulgairement, c'était la rubrique des chats écrasés, comme on disait. Mais en fait, c'est plutôt les meurtres, les crimes, les assassinats. Comment tu trouves tes sujets de faits divers? Alors, quand je travaillais chez Carson Prod, c'était ma rédactrice en chef qui nous donnait les sujets. C'était intéressant aussi de les trouver par nous-mêmes. Donc, quand on commence à travailler dans ce secteur, on interviewe beaucoup d'avocats pénalistes. C'est via eux, des fois, qu'on a les affaires. Et donc, il faut faire attention parce qu'il y a plein d'affaires dont on parle, qui sont dans la presse, dans Le Parisien ou quoi, mais dont on ne peut pas encore parler parce qu'elles ne sont pas encore terminées. J'ai eu la chance de rencontrer des avocats pénalistes de très grands noms. Quand on les appelle pour dire « Est-ce que vous avez une affaire en ce moment qu'on peut raconter ?» Soit on raconte une affaire qui est passée, et là on peut dire tout ce qu'on veut, soit on raconte une affaire qui n'est pas passée et on change les noms. Et après, une fois qu'on a l'affaire, ce qui est difficile, c'est de contacter les proches, que ce soit des victimes ou que ce soit du côté de l'accusation. Quand je faisais une émission qui s'appelait Héritage, à l'époque, elle était diffusée sur Énergie 12, une chaîne qui n'existe plus, j'étais réalisatrice de reportages. C'était des émissions de 26 minutes ou de 52 minutes. On réalise un reportage et en fait, c'est comme si on était un peu chef de projet d'une histoire. Et donc, on est au départ avec l'avocat qui est le point de départ, en fait, qui va donner un document confidentiel, voilà, qui ne donne pas forcément tout le temps, si on a de la chance ou pas. Ensuite, via ce document, on a tous les éléments de l'affaire, tous les personnages de l'affaire, et on contacte petit à petit pour remonter le fil et pour raconter vraiment la vérité de l'affaire. Une fois qu'on a la personne en ligne, déjà, est-ce qu'elle veut nous parler ou pas? C'est pas sûr du tout. On peut se faire envoyer sur les roses et ils ont peut-être pas envie de replonger dans ce drame et par lequel ils ont pas envie d'être définis. Quand on arrive à avoir accès aux proches des victimes, on leur dit, écoutez, voilà, moi, on m'a confié une mission, c'est mon travail, je suis obligée de le faire. C'est cette affaire qu'on va raconter. Moi, j'aimerais beaucoup que vous soyez dans ce reportage parce que ce qui va raconter mieux que vous, en fait, personne. Vous avez le droit de refuser, mais vous avez le droit aussi de raconter votre histoire, de raconter votre disparu. Et la majorité du temps, tu arrives à convaincre les personnes quand même? Ouais. Et un jour, j'ai eu un avocat qui faisait partie du cabinet de Dupond-Moretti à l'époque. Il m'a dit, écoutez, je vous donne le numéro de la fille du disparu, mais franchement, je vous le dis, elle ne vous parlera pas. Je l'ai appelée, elle a pleuré au téléphone, c'était très compliqué. Elle m'a dit, laissez-moi réfléchir, je vous laisse réfléchir. En général, de toute façon, on prend le temps. Elle m'a rappelé quelques jours après, elle m'a dit, oui, je veux le faire parce qu'en fait, son père, il avait été tué par un détraqué qui avait fait un raccourci dans sa tête, qui pensait que tous les gens qui avaient des Mercedes noirs étaient des pédophiles. Et il l'a tué comme ça, un jour chez lui, au pas de sa porte. Une horreur. Il n'y a eu aucune preuve comme quoi ce monsieur avait eu des actes répréhensibles comme la pédophilie. Et donc, finalement, elle était contente de m'en parler parce qu'elle m'a dit, moi, je veux parler de mon père et je veux parler de l'homme qu'il était et pas de l'homme qu'on a voulu faire croire qu'il a été. Parce que souvent, dans ces affaires-là, un peu le procès de la victime, des fois. C'est terrible pour les familles. Est-ce que c'est déjà arrivé que sur une affaire, tu vas rencontrer les familles et que tu arrives à avoir des informations nouvelles sur une affaire? Il faut faire attention parce qu'en fait, après, on arrive à la limite de son métier. On est des journalistes. On est là pour raconter des histoires. On n'est pas là pour prendre parti. Et des fois, c'est très dur parce qu'on a des gens en face de nous qui nous racontent leur histoire. J'avais interviewé la grand-mère d'un assassin qui était tombé donc, pour complicité. C'était l'histoire Les Amants diaboliques. C'était une femme qui s'était mariée avec un jeune militaire qui s'ennuyait dans son mariage manifestement, qui avait un amant. Elle a prétendu que son mari la battait. Il n'y avait pas de preuve évidente comme quoi la femme était battue. Et l'amant est parti régler le problème. Et l'amant est parti régler le problème avec elle. J'avais interviewé la grand-mère de l'amant. Elle disait que son petit-fils avait été manipulé et tout. Elle me racontait, oui, mais à telle heure, il n'était pas là, machin. Mais c'était pas à moi d'appeler l'avocat ou la police ou le procureur pour dire, mais attendez, vous avez vérifié ça? Bien sûr. Voilà. Mais toi, une fois que tu recueilles les propos, qu'est-ce que t'en fais? Parce que déjà, est-ce que tu dois checker la véracité de ce qui est dit? Parce qu'on peut te dire tout et n'importe quoi, j'imagine. Donc c'est quoi ensuite le processus, après cette récolte d'informations, de ce que tu vas transmettre après?
Je me base par rapport au document juridique initial, qui est le point de départ de mon travail. Effectivement, je regarde si tout concorde. Souvent aussi, on a les journalistes de PQR, Presse quotidienne régionale. Ok. Donc c'est Nice Matin, des choses comme ça. Parce qu'en fait, souvent, c'est ceux qui sont en région, qui vont assister au procès, qui ont fait le travail avant nous, en fait, qui ont essuyé les plâtres. Nous, on arrive à la fin des procès, sauf sur des très grosses affaires, mais on arrive à la fin des procès quand l'affaire est réglée depuis 2-3 ans, ou alors quand l'assassin va sortir. Et t'as un travail d'écriture ensuite? On réunit tous les articles de presse autour de l'affaire. Ensuite, on commence à écrire un scénario de comment on va raconter l'histoire. On écrit les questions. Et ensuite, une fois qu'on a les interviews, toutes les interviews sont dérochées. Et là, on a un plan de montage. C'est comme un puzzle. En fait, des fois, on pose à peu près les mêmes questions à tout le monde. Et on verra qui va le dire mieux, qui est le plus à même à raconter cette histoire-là, à parler de ce moment-là. On va faire un BAM, ce qu'on appelle un bout à bout. Donc, c'est un BAM avec le monteur. Ensuite, on va combler les trous avec des images d'évocation qu'on appelle les évoques, qu'on tourne en général en une journée. C'est très intense. On passe une journée à tourner 80 plans. On est avec un cadreur, ou ce qu'on appelle un chef OPV, chef opérateur de prise de vue. On a des figurants qu'on recrute pour la journée. On passe la journée à créer nos évoques. Et comment tu te protèges, toi? Tu rentres chez toi, tu ressasses en fait ce qu'on te dit, des faits horribles, des détails, peut-être que la nuit t'en rêves. On m'avait appelé pour travailler sur une émission quotidienne qui parlait de crimes et de faits divers. C'était dur. C'était intense en quantité et c'était tous les jours des nouvelles affaires de faits divers, de gens qui sont morts. En fait, ça m'a un peu marqué parce que des fois, je me dis, je pars dans la rue comme ça, je me dis, mais il y a une façon de faire naître des enfants et il y a 1000 façons de tuer quelqu'un. T'as pu faire des belles rencontres ou des choses qui ont touché des gens aussi? À une époque, je faisais une émission qui s'appelait Retrouvailles. C'était en fait des gens qui, comme son nom l'indique, s'étaient perdus et pour qui il fallait organiser des retrouvailles. Souvent, c'est des enfants qui ont été abandonnés à la naissance ou très petits pour des raisons financières ou autres, et qui n'ont jamais vu leur sœur, jamais vu leur mère, des choses comme ça. Et j'ai aidé 2 sœurs à se retrouver et c'était merveilleux, quoi. Alors comment t'es tombée dans le journalisme fait divers? Ça n'arrive pas par hasard. Alors déjà, depuis petite, j'aime pas l'injustice. Je déteste l'injustice. J'ai toujours regardé les procès dans les séries américaines. J'ai beaucoup regardé ça, à votre honneur, objection, ça. Moi, j'ai fait des études de droit. Voilà, j'ai fait 2 premières années. J'ai pas du tout performé là-dedans. Et j'avais un fantasme, c'était celui d'être avocate. Chose que j'ai pas fait. Alors du coup, le moment où tu décides de lâcher le droit parce que c'est compliqué, ça te correspond pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est pas simple de faire le pont entre se mettre à travailler après des études arrêtées. Tu t'es inscrit dans une école différente après le droit? Donc il y avait le droit. Et ensuite, j'étais assez fascinée par la publicité, la promotion, les agences de pub, tout ça. Donc je me suis inscrite dans une école de publicité. J'ai fait des stages dans des agences de publicité comme Young et Rubicam à l'époque. Et un de mes maîtres de stage, ça a été Frédéric Becbédé. Ben non, trop stylé. J'adore. À l'époque où il écrivait 99 francs, tout le monde savait qu'il écrivait un brûlot contre l'agence, quoi. Et donc un jour, il me fait venir, il m'a dit « Ouais, voilà, tiens, lis ça à haute voix ». C'était sa lettre de licenciement. C'est improbable quand même. Ouais. Moi, j'étais au service création. C'était super parce que j'ai commencé ma vie professionnelle avec des gens qui te disent si t'as pas idée, tu rentres chez toi, tu vas faire un tour, tu auras des idées plus tard. J'ai fait une école de publicité, ensuite une école de commerce. Ça s'appelle l'ISEE, mais maintenant ça s'appelle Innov Campus. Après, en 3e, 4e année, j'étais en alternance. J'ai fait une année chez TV5 en télé. Voilà, donc au marketing, ça m'a beaucoup intéressée. Donc là, j'ai vu la puissance des médias et c'est ça qui m'a donné envie d'aller vers les médias. Et ensuite, j'ai trouvé du travail dans une agence de communication pendant 4 ans. J'avais rencontré plein de filles qui travaillaient dans les médias et j'avais envie de ça. Comment ta famille t'a accompagnée dans ton choix de carrière ou quand t'as décidé de faire des sujets difficiles? Bon, déjà, c'est compliqué quand on est intermittente parce qu'on te dit toujours « Mais tu veux pas trouver un vrai métier ?» Et quand tu leur dis « Ouais, il y a mon épisode qui passe demain soir, faut que tu regardes et tout. » Sauf que c'est un peu plombant. C'est vrai que s'ils sont pas en phase avec le fait divers, ça va être difficile pour eux d'être sponsor de ça. C'est une question très actuelle. L'arrivée des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça change concrètement sur ton métier? Parce que tout le monde filme, tout le monde balance des infos pas forcément vérifiées de tous les côtés. Ça t'a changé ta façon de travailler? Ça change tout. Déjà, tout le monde est journaliste, tout le monde peut filmer, tout le monde peut raconter, tout le monde peut donner son avis. Dans la terminologie, il y a un nouveau mot, c'est mojo. Ça veut dire mobile journaliste. Ça change tout aussi dans la rémunération.
Parce qu'il faut savoir tout faire. Donc, trouver l'affaire, aller filmer et la monter sur CapCut, sur d'autres logiciels de montage. On donne un produit fini. Voilà, c'est plus comme moi à la télé où il y avait un cadreur avec moi, puis après je suis avec un monteur. Il faut savoir tout faire. C'est la course scoop qui va avoir le premier. Et est-ce que tu te sens stressée dans ton travail parce que justement tu dois courir après les scoops ou pour d'autres raisons d'ailleurs? Quand tu pars en tournage, oui, t'es stressé parce qu'il y a pas mal d'argent qui est engagé. Train, l'hôtel, la nourriture, le cadreur qui est avec toi, la caméra qui est louée. Et t'as beaucoup de travail à faire en peu de temps. Voilà, donc il faut tout caser. Quel a été ton tout premier fait divers que tu as pu couvrir? Alors, le premier fait divers que j'ai pu couvrir, c'est l'histoire de Marie-Thérèse qui s'est fait tuer par Joseph parce qu'elle lui a volé ses vaches. Donc, c'était pas Paris, j'imagine? Dans la Creuse. On est vraiment dans les faits divers, dans la Creuse. Donc, tout Voilà. premier, toi, peut-être un peu intimidé de la chose, non, j'imagine? Alors, tu crois pas si bien dire, parce que très intimidée, pourquoi? Donc, fait divers, donc c'est Marie-Thérèse, voilà, donc c'est son avocat, Marie-Thérèse, qui se fait tuer par Joseph, parce qu'elle a volé les vaches, fils de Joseph, qui était l'héritage que Joseph laissait pour son fils. Marie-Thérèse, c'est une femme à barbe, on a un physique très très particulier, que tout le village déteste. Elle vole le linge qui sèche sur les étendoirs comme ça, les gens dans la rue. Elle vole des fruits, elle vole des pommes de terre. Mais Marie-Thérèse, elle a été tuée quand même. Et au procès, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le procès de Marie-Thérèse en fait. Voilà, c'est terrible. J'apprends, au détour de mes investigations, que Joseph est très vieux, très malade. Et à ce titre, il est plus en prison. Il est sorti. Donc moi, c'est quoi mon rêve à ce moment-là? C'est d'avoir Joseph en interview en fait. T'es un journaliste de faits divers, t'es l'assassin, c'est un diamant quoi. J'appelle tout le village au téléphone. Qui connaît Joseph? Comment on peut l'avoir et tout. Je parle avec une proche de Joseph. On part dans la Creuse. On aura une proche de Joseph qui va nous raconter. On aura une proche de Marie-Thérèse. On aura des choses. Arrivée sur place le matin même, elle me dit bon, c'est bon, Joseph a dit oui, je l'ai convaincu. Donc on arrive chez Joseph. Donc Joseph, il est très vieux, il comprend pas forcément tout ce qu'on dit, mais ça va quand même. Et il a une femme qui s'exprime par onomatopée. C'est-à-dire qu'il a une femme à côté de lui, là, comme ça. Donc, quand je parle avec Joseph, mon interview, elle fait comme ça. Mais c'est un gag ton histoire. C'est pas Attends, possible mais cette t'as histoire. quel âge quand tu vas chez Jojo, là? J'ai 40 ans. T'es toute seule avec les deux? Non, j'ai mon Non. super cadreur, Sébastien. Parfois, tu lui lances des petits regards en mode « Oh mon Dieu » ou... Ah, mais c'est-à-dire qu'en fait, on arrive chez Joseph, il a une tête très très chelou d'assassin. La table de la cuisine, elle fait 70 cm de diamètre. Je suis très très proche de Joseph, très très proche. Beaucoup trop proche. Sa femme à côté de lui qui n'a pas compris qu'on faisait une interview, qu'elle ne devait pas parler. Donc elle m'interrompt constamment avec ses bruits étranges. Donc ça fait durer encore l'interview. Le cadreur est là, il installe les lumières, tout ça. L'interview commence. Et donc à un moment donné, comme ça, quand je parle de Marie-Thérèse, il se lève, il fait « Cette connasse, comme ça !» à taper comme ça et tout. Et la table saute en fait. Puis après, il se calme. Puis après, on finit l'histoire. Et je l'adoucis tellement qu'après, je lui dis « Mais tu sais quoi, Joseph, tu vas me montrer là où tu l'as tué. » Et donc là... Non mais t'es pas bien, toi? T'es folle. Ah, non, mais Il là, aurait ça pu y est, reproduire la là, ça y scène, est, j'étais... Là, ça y est, j'avais envie, là. Ah oui, je peux te montrer, ouais. Et là, il m'amène dans le garage. Il me dit, voilà, c'est là, et tout. J'ai dit, ah, très bien. Je dis, vous pouvez me montrer les gestes? Et Sébastien prend la caméra. Et Joseph, il mime et tout, machin. Et donc, je fais toutes mes évoques, mais jamais on fait ça. Ben voilà, premier reportage. Et donc, j'étais très content. Voilà. Waouh, sacrée histoire. Et si vous voulez retrouver, ça s'appelle l'affaire Joseph Gaulier. Ah bah là, t'inquiète qu'on va googler. On est choqués, Attends, la mais bouche après, ouverte derrière le micro. j'imagine, après tu retournes en voiture avec ton cadreur et genre tu fermes la porte et t'es en mode « Oh my god, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Bah après, je pense que j'ai relâché la pression parce qu'après, on avait rendez-vous avec une psy. Elle s'appelle Marie-Thérèse? Non. Ouais, elle s'appelle Ilana. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à faire l'interview. Elle avait une tête qui me faisait rire. C'était terrible. Est-ce que c'est pas le contre-coup d'une journée folle? Ouais, je pense que c'était la folie. Est-ce que tu as l'impression que le monde est plus violent qu'avant ou juste plus médiatisé? On l'a vu avec le 7 octobre. Hein. Ce qui est violent, c'est la médiatisation des affaires. C'est vrai qu'on le voit trop. C'est vrai qu'il y a une fascination des gens pour ça. Il y a des séries sur Netflix. Il y a des débordements parce qu'on arrive à comprendre et à pardonner certains crimes. Moi, je pense que ça donne des idées. Je pense que plus on montre et plus les assassins vont être ingénieux dans le crime. En fait, vers le crime parfait. C'est comme si on faisait des formations serrurerie cambrioleurs. Quelle compétence est nécessaire pour faire le métier de journaliste fait divers? Alors, beaucoup de psychologie. Il faut être bien accroché et savoir écrire et savoir synthétiser.
Quel conseil donnerais-tu à une personne qui songerait à suivre ce parcours ? Se cultiver beaucoup, regarder beaucoup de reportages, avoir le champ lexical qui va avec, se cultiver. La principale qualité pour un journaliste est d'être curieuse. Tu n'es pas forcément rémunérée sur l'écriture du rendu journalistique, mais sur des droits d'auteur ? Tu es payée en tant que rédactrice de reportage, tu as un contrat d'auteur. Et c'est une boîte de prod qui fabrique l'épisode, qui la vend au diffuseur, à la chaîne. Et ensuite, la chaîne va la diffuser. Et toi, tu vas toucher des droits d'auteur via la SCAM, parce que ton épisode est diffusé. Si tu avais une baguette magique et tu pouvais choisir le prochain sujet sur lequel tu travaillerais, ce serait lequel ? J'aimerais bien infiltrer les écoles très très privées pour les élites. Voir comment on fabrique des élites. T'aimes bien un peu le côté porte close Ouais, j'aime bien. Ça fascine. Est-ce que tu aimes ton métier de journaliste ? Oui, j'adore ce métier. Est-ce que tu as une série télé que tu recommandes pour ceux qui adorent les faits divers ? Mais je pense que Faites entrer à l'accusé, c'est la référence. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? J'ai un Instagram professionnel. C'est un peu mon CV sur Instagram, ça s'appelle Julia Journaliste avec 2 A. Julia Journaliste. Si tu devais découvrir n'importe quel métier dans le prochain épisode de Podtaf, quel métier tu choisirais ? Neurochirurgien. Trop cool. Défi accepté. Merci Julia, c'était fascinant. Tu nous as fait entrer dans un monde un peu sombre, mais en même temps Que tu as mis en lumière. avec beaucoup de passion. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à Podtaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de Podtaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier ? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. Ça tourne! Podtaf, Podtaf, Podtaf. Tu parles si bien, sans filtre. On dit tout. C'est nous. Coupé!